tous et bienvenue dans Va Vie et Entreprends, le podcast qui va retracer le parcours de gens très inspirants. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Jean-Claude Darmon, dit l'argentier du football français. On peut le dire, ça. Grand argentier. Grand argentier du football Là, français. pas... Exactement. Tu es un homme d'affaires qui a transformé radicalement le monde du marketing et du sponsoring dans le football. Et on va revenir sur ton parcours, sur tes réussites, et il y en a eu beaucoup, mais aussi sur toutes les étapes qui t'ont mené à aujourd'hui, en fait. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui se passent pour toi. Voilà. Et on va revenir sur tout ça. Moi, avant tout, merci d'être là, parce que je sais à quel point tu es un homme occupé. Tu es un passionné, tu es résilient, tu es combatif, tu es tout ça. Et c'est pour ça que voilà, c'était pour moi une bonne idée de t'accueillir aujourd'hui pour parler à tous ces entrepreneurs qui veulent se lancer, parce que tout n'a pas été si facile que ça pour toi. Il n'y a pas de réussite sans passion. Et il n'y a pas de réussite sans passion, il n'y a pas de fatalité. Et sans travail. Exactement. Ma première question, parce que c'est vraiment une question qu'on peut se poser. À une époque où le foot n'était pas la même époque qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a donné l'idée ? Tu as été docker à 15 ans. Oui. Tu disais justement que le foot, dans ton livre, c'était un peu le sport des pauvres. C'est-à-dire que tu mettais 2 cartables, 2 cartons, et en fait, tu pouvais jouer au foot. Donc, c'était vraiment pour toi une passion. Et tu as voulu aussi sauver des clubs qui fermaient un peu parfois les uns après les autres. Et tu as eu cette idée de créer la publicité et le sponsoring autour de ces stades. D'abord, il faut savoir que j'ai commencé par écrire des livres sur les clubs. Tout à fait. J'ai fait des livres d'or, je racontais l'histoire du club depuis sa création jusqu'au moment où j'arrivais, avec des photos de l'époque, etc. Et j'ai fait le rugby d'abord, comme ça je prenais moins de risques, et après j'ai fait le football. Et le constat était simple. Le club phare des années 70 était le FC Nantes. J'ai donc fait le livre du FC Nantes et le directeur général du FC Nantes, qui est un type exceptionnel, ancien joueur international, Robert Buzinski, m'a donné rendez-vous un matin au FC Nantes, au Marcel Sopin, qui est le stade mythique de ce club. Et tout était noir, la pluie était noire, le stade était noir. C'était tôt le matin, genre 9h, et les joueurs commençaient à trottiner. Et je me suis dit, c'est incroyable. Il faut égayer, il faut mettre des choses, il faut faire plein de trucs. Mais franchement, je ne savais pas de quoi faire. Et l'idée m'est venue parce que j'ai vu une épreuve cycliste avec un panneau qui devait faire 40 mètres. Et pas de couleur, parce que la couleur, ce n'était pas à la mode. Et j'ai commencé à faire des panneaux pour les régionaux en couleur. Et ça donnait un sens de vie. D'ailleurs, c'est simple. Les joueurs reconnaissaient le stade quand ils voyaient les panneaux. C'est-à-dire quand ils jouaient au FC Nantes, ça paraissait simple. Puis quand ils jouaient à l'étranger, en Suède, et que je mettais mes panneaux en Suède, ils étaient chez eux. Ils étaient habitués, ça a conforté non seulement leur envie de faire, mais les finances des clubs, évidemment. Voilà. Donc tu as vite vu le potentiel commercial qu'il pouvait y avoir en fait, autour de la publicité pour sauver les clubs. C'est vrai. D'accord. Comment tu as réussi à convaincre ? Parce que c'est ça, quand on se lance dans une aventure, quand on est entrepreneur, c'est de convaincre les gens, quand on a une idée, de sortir de l'argent. Voilà. C'est plus difficile. Convaincre, c'est pas convaincre les clients. On va y revenir. C'est convaincre les clubs d'abord. Oui, c'est ça. Convaincre les clubs qu'on est capable de porter de l'argent. Et l'argent, dans ce pays, mélanger l'argent et le sport, c'est la pire des choses. Et en fait, c'est un pays où on a été hypocrite toute notre vie sur le problème de l'argent, encore aujourd'hui. Donc, leur dire, je vais faire tant de chiffre d'affaires, je pense qu'ils me prenaient pour un hableur. Et quand je donnais les résultats de fin d'année qui étaient multipliés par 4, ce que je lui avais promis, le constat est fait. Il ne pouvait pas non plus reculer. Mais l'argent n'était pas le mien de moteur. Le mien de moteur, c'était la reconnaissance. C'était ça. C'est prouver que j'étais capable de faire des choses que les autres ne faisaient pas ou ne pensaient pas. Donc même par rapport à la question pourquoi tu l'as fait, tout ça, il n'y avait ni une revanche sur la vie, ni forcément le pouvoir ou l'argent. C'était vraiment ta passion et c'était de... Oui, l'argent est venu après, finalement. La revanche, dans tous les cas, j'aime pas les revanchards. Mon vrai souci, c'est je suis autodidacte.
C'était de prouver qu'on peut ne pas avoir d'études et on pouvait réussir une vie professionnelle. Alors ça ne s'est pas fait en 30 secondes, j'ai mis une vie pour le réussir, car moi je suis un marathonien, courir un 100 mètres dans un marathon, il faut croire qu'on a gagné le marathon, il faut être con. Non, moi j'ai fait le marathon et j'espère ne pas être au bout du marathon, puisque j'espère encore prouver plein de choses, parce que la vie est ainsi faite que dès qu'il y a encore une journée de vie, il y a encore une journée d'avancée, de rêve, enfin plein de choses comme ça. D'accord. Est-ce que tu as eu des mentors au début qui t'ont vraiment... Déjà des gens que tu admirais dans le football, que tu as pu rencontrer, et qui sont devenus vraiment des mentors et des gens qui t'ont aidé moi, en par la fait, suite. j'ai eu deux genres de mentors. Le premier, ce sont les hommes que j'ai rencontrés, comme Jean Sadoul, Fernand Sastre, Michel Hidalgo, qui sont des types d'exception, Claude Best, etc. Pour vous, c'est évidemment, quand je vous parle de ça, c'est de l'hébreu, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, mais les gens qui nous occupent doivent connaître ces personnages. Puis après, il y a des joueurs que j'ai croisés de dimension mondiale. Je parle de Pelé, je parle de joueurs comme Eusebio, enfin, Beckenbauer, qui étaient impraticables, parce que c'était des stars mondiales. Mais moi, j'ai eu la chance, non seulement pour certains d'entre eux, d'être leurs amis, mais de jouer avec eux dans des petits matchs et tout. C'est impayable pour un passionné de sport comme moi et un passionné de football surtout. Donc ton relationnel, de toute façon, il a toujours énormément compté dans ta vie privée, professionnelle. Oui, mais c'est un peu la sincérité des sentiments. C'est C'est important, ça. Les gens ne se trompent pas. On peut mentir à une personne une fois, tout le monde, tout le temps, ça n'existe pas. Donc, je vous dis, j'ai joué ma vie sur la durée. Sur la durée. Quels étaient tes modèles ou figures d'inspiration dans ta jeunesse, sur lesquels tu t'es vraiment, pour le coup, inspiré pour avoir cette niaque ou parce que tu as de l'assurance, elle est venue aussi avec le temps, mais est-ce que tu avais vraiment des figures de proue sur lesquelles tu t'es un peu inspiré? Pas vraiment. Moi, mon vrai problème, c'était moi. C'était moi face à moi. J'avais une envie de prouver à mes parents que j'étais capable de faire quelque chose, parce que dans cette fratrie, j'étais le plus rebelle, et donc le plus rebelle, le moins adaptable. La preuve, c'est que j'étais l'un des rares à sortir de classe en 4e. Ça ne s'était jamais vu dans ma famille pauvre, mais une famille bien managée par une mère et un père très, très affectueux. Donc ça a beaucoup compté dans tes valeurs. Oui, oui, c'est important. Pour le travail. Quel œil tu portes aujourd'hui sur les nouvelles générations de dirigeants dans le monde du sport? Est-ce que tu t'y retrouves dans ce que tu vois au niveau même du marketing, de tout ce qu'on peut faire en rapport notamment avec le football? Est-ce que c'est des valeurs que tu partages ou on n'est pas dans les mêmes dimensions. Nous étions des patronages. C'était régi par la loi de 1901, totalement bénévole, etc. Et là, on est passé à l'ère industrielle. Là, vous avez le PDG de Neos qui doit peser, je crois, 14 milliards et qui a un club. Les Qataris, qui sont l'une des plus grandes fortunes au monde, ont un club, etc. Alors, à notre époque, non. À notre époque, c'était un dirigeant bénévole, élu, et ils faisaient au mieux de leurs intérêts, mais les enjeux financiers n'étaient pas les mêmes. Donc on ne peut pas comparer hier et aujourd'hui. C'est pas possible. Non, mais plus au niveau de la mentale, en fait. Mais le mental ne peut pas être le même. Les risques n'étaient pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc moi, je peux comprendre qu'un dirigeant aujourd'hui est un énorme chef d'entreprise face à l'époque où nos présidents étaient des curés de campagne. On va parler, avec ton accord, un peu de... Tu es papa de 5 enfants, qui sont tous grands maintenant. Est-ce que justement, cette niaque que tu as, cette carrière, c'est quelque chose que tu as voulu faire passer à tes enfants au niveau de l'éducation, du sens du travail, de justement se battre, de parler de ton enfance, de parler de tout ce que tu as vécu et de leur donner justement ce... Je ne peux pas dire très honnêtement que j'ai passé ma vie à insuffler des valeurs autres que celles d'un père responsable, c'est-à-dire l'honnêteté, la droiture, l'envie de progresser. Il y a surtout une des valeurs que j'aurais expliquées jusqu'à aujourd'hui, c'est la valeur de l'argent. Hyper important, l'argent. Comment le gérer, oui, et surtout, non, le poids que pèse l'argent. C'est-à-dire que celui qu'ils n'ont pas gagné,
il faut quand même bien le manager. Celui qui ont gagné, ils comprennent bien la douleur qu'on a à l'argent. L'argent, ça se fait pas comme ça. L'argent, c'est des nuits blanches, Que t'en aies ou que t'en aies pas, de toute façon, c'est des oui, blancs. mais oui, c'est vrai, Ouais. c'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est pas le même stress. Quand on a de l'argent ou peu d'argent, d'ailleurs, on se rejoint. Il faut seulement bien le dépenser, bien l'envisager. Moi, la première chose que j'ai faite quand j'ai eu de l'argent, c'est d'acheter une villa. À crédit, soit, mais une villa. Et à crédit, avec les moyens que j'avais. C'est-à-dire que je savais que je pouvais rembourser mes crédits. Et donc, mes enfants, je leur ai donné l'éducation, la droiture, l'envie de s'aimer entre eux, parce que avoir 5 enfants, c'est pas simple, mais ils s'aiment. Ils partagent pas toujours les mêmes valeurs sur des projets, parce qu'ils ont tous leur indépendance, leur façon bien propre de voir les situations. Mais honnêtement, la seule chose que j'ai réussi, ce sont mes enfants. Voilà. Et j'en connais quelques-uns et tu as Oui, bien oui, réussi. c'est vrai. Tu as très bien réussi. Quelle importance tu accordes aujourd'hui à la notion de temps pour soi? Parce que toi, tu es quelqu'un qui prend énormément soin de lui. Ouais, mais Tu fais du sport, tu ne bois pas. Et donc, ce temps-là, tu te l'es toujours pris? oui, mais le temps n'existe pas. Seul Dieu connaît le temps. Moi, je ne connais que le présent. J'ai plus de rêves que de souvenirs. C'est beau, ça. Donc, ma projection, elle est à aujourd'hui. Je sais où j'ai envie de faire pour demain, mais je le fais avec le temps qu'il faut, car ce temps-là, je ne le mesure pas. C'est une des choses que j'ai apprises par un grand personnage dont je tais le nom et qui m'a toujours dit, quand j'ai le temps, je vais faire non. Tu n'as pas le temps. Il a raison, pas le temps. Donc, en fait, toute ta vie professionnelle, tu ne prenais pas... Je rêvais du temps. Tu rêvais du temps, tu ne l'avais pas. Mais j'envisageais pas le temps. Mais est-ce que c'est pas quand même nécessaire, quand on a autant de stress comme tu as eu, comme tu as encore aujourd'hui, de prendre justement parfois cette liberté d'être seul avec soi-même, de s'occuper que de soi et de plus s'occuper des autres? La grave erreur, c'est de croire autre chose. On est toujours seul avec soi-même. Toujours. Il n'y a pas un moment où on n'est pas seul. Seul dans un concert de gens qui nous entourent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais on reste seul. La vie, malheureusement, c'est comme ça. On est confronté à son propre destin. Si Dieu existe, et moi je crois en Dieu, il n'a pas fait un destin général, hein. Il a fait un destin pour chacun d'entre nous. À la naissance, ça me fait doucement rire quand on nous parle d'égalité. L'égalité n'existe pas. Il n'y a pas d'égalité. Dès que tu nais, tu es déjà plus égal avec qui que ce soit. C'est comme ça, le traitement. Mais la naissance même n'est plus la même. Tu es très sage. Est-ce que la philosophie rentre beaucoup en compte dans tes choix? Et justement, on va parler aussi des échecs, ou en tout cas des coups durs que tu as pu avoir. Comment tu les vis par rapport à ça? Est-ce que quand ça marchait peut-être pas au début, que tu as eu des portes fermées, que ça prenait du temps, comment toi tu gères justement, comme tous les gens qui vont se lancer dans ça peut prendre du temps, on peut avoir des noms et on va peut-être baisser les bras. Il n'y a pas. Moi, j'ai plein de réussites parce que j'ai plein d'échecs. Voilà, les échecs nous permettent de progresser et d'avancer. Et où est-ce que tu trouvais la force parfois de te relever? Mais la force, très honnêtement, la force, je suis un guerrier. Ouais. Depuis l'âge de 5 ans, je savais que j'étais un guerrier. C'est-à-dire que je ne me laissais pas faire, que je voulais avancer, etc. Mais croire que on va tout enfoncer les portes et tout, ça n'a pas de sens. C'est les nombreux échecs qui vont nous apprendre à mieux appréhender l'avenir. Et quand je parle d'avenir, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mon avenir se joue à la minute qui va avoir lieu après. Au début de ta carrière, qu'est-ce que réussir signifiait? Même quand tu étais plus jeune, si tu pouvais te projeter, déjà, est-ce que tu as réalisé un petit peu ce que tu avais envie de Alors, la réussite est en deux temps. Pour toi, c'est quoi? Elle est la première, d'avoir de l'argent de côté pour pouvoir acheter ce qui est fondamental, un lieu de vie, une maison. Ça a été ma quête. D'ailleurs, c'est la première chose que j'ai faite à Cassis. Donc, j'ai acheté une maison, bien achetée, évidemment. J'étais très jeune. Et avec un prêt à la Caisse d'épargne que j'étais capable de rembourser.
car il ne s'agit pas d'acheter un holding, un immeuble de 100 millions et d'avoir des traites de 1,5 million par mois et de ne pas pouvoir les payer. Donc déjà ça, j'avais en tête. J'avais toujours en tête de ne faire uniquement ce dont j'étais capable. Je parle en termes d'argent. Hein. Ça, comment tu le savais? C'est tes parents qui t'ont inculqué ça? Oui, mes parents, c'est ça. Ils n'avaient pas d'argent. Non, ils ne pouvaient pas dépenser quoi que ce soit, ils n'avaient pas d'argent. Mais donc, c'est dans ton éducation non, mais l'éducation était simple. Mes parents nous ont amenés à ce que nous étions vraiment, c'est-à-dire des pauvres qui devaient régir leur vie par rapport aux recettes que nous avions. Donc mon père était cordonnier, il n'était pas milliardaire, on s'en fout. Un cordonnier à l'époque, ça venait de 2,50 €, il fallait nourrir les enfants. Donc ça, c'était un exemple. Puis mon père était surtout un exemple de philosophie intellectuelle. Il était très, très humain. Très, très humain. Je ne parle pas de ma mère, évidemment, mais mon père surtout. Pour toi, c'est quoi le succès de ta vie? Alors, tu peux me dire, dans le professionnel, c'est ça, et dans le personnel, c'est ça, mais c'est comme la réussite. Pour toi, ton vrai succès, c'est d'avoir eu des enfants, c'est d'avoir monté toi, c'est d'avoir... C'est pas d'avoir eu des enfants, hein, j'ai pas toujours fait exprès d'avoir des enfants. Non, c'est les enfants et leur éducation. Et là, je suis fier d'eux. Voilà. Franchement, je suis vraiment fier. Il n'y a pas un qui échappe à ça. Et la deuxième, je vous l'ai dit, mon moteur, ça n'a jamais été l'argent, c'est la reconnaissance. C'est de dire que j'étais le meilleur. De dire que le meilleur, et quand on est le meilleur, c'est une charge énorme, car on se doit d'être toujours le meilleur. Et malgré les échecs, moi j'ai un ami qui s'appelle Xavier Niel, qui a eu plein d'échecs dans sa vie, mais en fait, les succès qu'il a eus sont tels que c'est hors du commun. Et il n'a jamais baissé les bras en ayant des échecs. Celui qui baisse les bras, il ne peut pas réussir. Quel conseil tu donnerais à un jeune aujourd'hui qui veut se lancer, que ce soit dans le marketing sportif ou autre chose, en tout cas qui veut réellement se lancer et qui pense qu'il n'a pas le background suffisant, qu'il n'a pas les contacts suffisants, qu'il n'a pas forcément le fond en fait suffisant. De toute façon, s'il avait tout, il ne serait pas là. C'est l'idée en fait. Oui. Non, c'est de se remettre en question en permanence. C'est d'ouvrir les yeux, d'écouter, de voir les choses comme elles sont. C'est important de voir le monde dans lequel nous vivons. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Les réseaux sociaux, il n'y a rien de plus dangereux que les réseaux sociaux. Toi, tu valides pas du tout Mais c'est une catastrophe dans la vie d'homme, dans la vie de nos enfants. C'est une catastrophe, Mais bon, c'est l'air du temps, tu ne peux pas y échapper. C'est comme ça. Voilà. Faire croire à une jeune fille de 14 ans que pour être Miss Univers, il faut se faire les seins, le nez, les yeux, le truc, etc. C'est une connerie monstrueuse. Quand elle voit les portraits de jeunes femmes qui sont toutes retouchées, elles idéalisent, etc. Donc, c'est des fake news, c'est pas bon. Les réseaux sociaux sont bons quand ils t'informent en temps réel d'informations. Ça, oui, ça, c'est important. Mais passer dans l'alimentaire pour maigrir, manger un tel, etc., ou perdre 45 kilos, etc., ou pour la prostate, buvez 3 litres de Zboubiou, non, voilà. Okay. C'est quoi la plus grande leçon que tu as apprise en tant qu'entrepreneur et que tu aimerais transmettre là-dessus? C'est vraiment la plus grande leçon que tu as, même dans l'échec, tu as appris une leçon à un moment donné et que tu as... ne pas douter de soi. Enregistré, ne pas douter de soi, parce que le capital que nous avons, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Le doute mine, mais le doute est utile, parce que celui qui ne doute pas et qui se prend des gamelles, il ne peut pas avancer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'échec fait partie de la réussite, fait totalement partie de la réussite. À refaire, tu refais tout, exactement pareil. Ou pas? Non, différemment quand même. Différent quand même, parce que je menais des combats que j'aurais pu éviter. Quand on veut gravir l'Everest, on n'est pas obligé de donner des coups de pied à tous les cailloux qu'on rencontre. Tu as eu différentes casquettes. Qu'est-ce que tu as préféré faire? Est-ce que c'était justement taper à chaque porte et vendre? C'était l'entrée en bourse, c'était les gens... Oui, c'est la réflexion. C'est la réflexion sur soi-même. L'entrée en bourse, c'était impossible. J'ai fait des choses, je ne vais pas m'étaler ici, mais des choses qui étaient impossibles à faire. Et quand je en parlais aux gens qui étaient très, très, très au fait, ils me disaient, mais tu es un malade.
Et c'est parce que c'était pas possible d'être fait que je l'ai fait. Et là, pour toi, c'est quand même un succès, ça. C'est quand Oui, même c'est une, c'est un pied de nez oui, sur c'est plein de moins le choses. pied de nez qui est important, c'est pour soi-même. Oui, c'est ça. L'enrichissement, Mmh. c'est pour De te soi-même. dépasser, en Mais fait, à oui, chaque fois. et se Ou même quand on dépasser, dit que c'est pas possible, c'est pas le hasard si je suis dans le sport. Mmh. Ouais, bien J'ai sûr. toujours voulu me dépasser. Je joue encore au foot. J'ai plus de genoux, mais je vais moins vite qu'avant, etc. Mais j'ai toujours là, j'ai envie de me dépasser. C'est Tu voulais pas important. être footballeur? J'aurais adoré être Zidane. Mmh. Mais comme je n'étais pas, il fallait que je existe dans le football. Il a fallu que j'invente quelque chose. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu fais dans la vie sans me dire ce que tu fais dans la vie? C'est-à-dire, sans me dire un métier, un mot qui pourrait te résumer de ce que tu fais en général dans la vie. Occupé. Tu... En fait, j'ai 2 mots. Je vis Ouais, et je suis occupé. Parce qu'il y a des gens qui ne vivent pas. ouais. Toi, tu as encore cette notion de... Encore oui, parce que je ne suis pas encore mort. Enfin, de kiff et ça va venir de très vite, vie. mais pour l'instant, Oui, mais tu as conscience que la vie, elle doit être évidemment. vécue, quoi. C'est pas que le... Mais évidemment. Mais je me lève souvent dans la nuit, Mmh. 1 ou 2 heures, parce que je vis. Mmh. Parce que j'ai le sentiment profond, qui est la plus grave des erreurs, que dormir, c'est perdre son temps. Alors que si on ne dormait pas, on ne pourrait pas vivre. Ouais. Donc cette notion du vécu, du vivre est important. Et le vivre ensemble encore plus. On va beaucoup plus loin en plus ensemble. C'est clair. Est-ce que tu as un petit mot de fin avant que je te libère? D'abord, je suis surpris par la qualité de cette interview. Par habitude, les gens qui interviewent n'ont pas connaissance des personnages et des dossiers. Et donc, je suis touché que tu aies pris le temps de bien gratter ce personnage qui est Jean-Claude Darmon pour essayer de définir ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, ce qu'il a envie de faire ou de ne pas faire, et de voir si je m'inscris dans l'air du temps. Merci en tout cas pour ce compliment. C'est une Et merci constatation. pour la franchise de tout et de tous tes conseils avisés. Et c'est pas pour rien que tu as eu la Légion d'honneur. Donc, faut le rappeler quand même. J'avais oublié ça. Ah bah voilà. Je la porte jamais. Oui, d'ailleurs, elle est où? Je la porte jamais, je la porte. La Légion d'honneur, c'est pour moi. Mais oui. Je la porte quand je vais à l'Élysée, mais c'est pas utile que les gens sachent que j'ai la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, c'est Moi, je le dis haut et fort. c'est ce qu'on a dans le cœur. La Légion d'honneur, on se l'accroche au cœur, pas en parade avec. Pardon, certains d'entre eux, les hommes qui l'ont eu, qui sont commandeurs et autres, hommes ou femmes, sont des gens qui sont exceptionnels. Et je veux bien croire qu'ils la portent pour montrer qu'ils le sont. Et ils ont probablement raison. Donc je rajoute humilité en plus de... Non, j'ai aucune tout le humilité, reste. non. Franchement, j'ai rien d'un homme humble. Rien. Mais j'ai des sens de valeurs différents, c'est tout. Je suis différent. Parce que nous le sommes tous, d'ailleurs, en vérité. Et tous les gens qui te croisent, de toute façon, à chaque fois, tu es un phénomène. On sait qui est Jean-Claude Darmon. On va passer la nuit, là. Hein. Oui, je sais. Donc, au revoir, messieurs, au revoir, mesdames. Merci de m'avoir reçu. Merci, Jean-Claude. Heureux. Merci beaucoup. Personne ne m'a jamais interviewé jusqu'à maintenant, donc merci encore.